Vous allez voir que je vais parler tantôt de la discipline, donc je vais un peu aller et venir, qui n'est pas évidemment l'apanage de ce qu'on peut appeler les professionnels ou les historiens professionnels que nous sommes, tantôt aussi de ce qui se passe dans le milieu universitaire, où les historiens ne sont pas les seuls à utiliser le raisonnement historique ou historien, et puis aussi tantôt de ce qui paraît ici ou là dans ce que l'on pourrait appeler je ne sais pas s'il faut l'appeler espace public, mais appelons-le comme ça fait rien, qui est lui aussi, à mon avis, en plein travail. Et je pense que cette question de travail, je l'ai entendu beaucoup entre hier et aujourd'hui, elle m'inspire assez parce que je pense que nous sommes aussi dans un travail comme l'accouchement, c'est-à-dire que voilà, une gestation, merci, et voilà, il faut accepter cette idée-là. En tout cas, moi, je suis beaucoup, ça me travaille. Je suis beaucoup dedans, et donc je n'ai ni l'ambition d'embrasser ce qui se fait, et ce qui se dit au nom de l'histoire avec sa grande H, comme on dirait. Voilà, parce qu'il y a une immensité de revendications, de professions de foi, d'allusions, des douleurs aussi exprimées. La révolution est très doloriste, hein, vous l'avez remarqué, des silences aussi encore très lourds, on le sait aussi, mais des refus aussi, des refus de l'histoire qui ne viennent pas toujours de là où on les attend. Je pense qu'il y a un refus d'histoire chez les jeunes, je pense, et c'est tout à fait, à mon avis, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Et puis, d'une catégorie de gens aussi que j'appellerais les entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui veulent avancer, qui veulent agir, voilà, il y a une sorte de... C'est pas comme en Algérie, mais je pense qu'en Tunisie aussi, on commence à s'exprimer des gens qui se disent, bon, ça suffit, le passé, voilà, on agit, on fait des choses. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui investissent ou qui font des trucs, mais des gens qui ont effectivement peut-être aussi tout ce dolorisme, qui s'exprime évidemment à raison. Il y a des tas de gens qui refusent aussi le passé, l'histoire, il ne faut pas l'oublier, hein, et la mémoire, et qui n'en ont rien à faire. Il n'y a pas que les enfants des familles, etc. Hein, il faut penser quand même à la diversité de la société tunisienne. Donc moi je ne vais pas ni faire une analyse ni même une historiographie de tout ça. Je pense que je vais vous faire part d'un simple pointage personnel, de mes commentaires, et en essayant de mettre à plat mes lectures, mes discussions aussi beaucoup, de notations aussi à partir de l'actualité politique, parce qu'elle est évidemment aussi extrêmement pleine de ça, les articles de presse, les événements culturels, les émissions de télé et tout. Bien sûr, je vais tout mélanger, mais si vous voyez que j'en fais trop, vous me posez des questions, parce que j'ai envie aussi de faire le ménage là-dedans. En tout cas, ce que je vois, ce que je lis, ce que je remarque, sur tout ce qui bouge aujourd'hui, dans une sorte de méli-mélo difficile à suivre, en tout cas à attraper ou à figer, mais une matière vraiment vivante, qui bouge tout le temps, et à mon avis porteuse d'un rapport au passé, à la mémoire et à l'histoire, extrêmement intéressant de mon point de vue, peut-être même nouveau. Je ne sais pas, hein, vous me le direz, mais je pense aussi qu'on ne pourra pas le savoir. Pourquoi nouveau? Dans sa composition, c'est-à-dire dans la manière dont il est fait, mais aussi dans ses rapports intrinsèques. Alors, ce que je pense que je fais faire, c'est jouer le jeu, comme l'ont fait beaucoup d'entre vous, et c'est ça qui m'a inspiré aussi de reprendre ma communication, c'est-à-dire... quels effets donc, de la révolution sur la discipline, les usages et l'exercice qu'on pourrait dire professionnel, mais d'abord quel effet sur moi, hein, en tant que chercheur. Et la question que je pourrais me poser, je l'ai un peu formulée mieux hier en vous écoutant, c'est-à-dire est-ce que je travaille sur la révolution? Et puis est-ce que la révolution agit sur ma manière de travailler? Parce que ça aussi, je pense que, même si la question est difficile, je dirais oui, j'ai changé de façon de travailler depuis la Révolution. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à vous le dire. Mais il y a une chose peut-être qui m'est venue tout à l'heure en écoutant Nassim, c'est qu'avant 2011, j'étais une sorte de nomade dans ma tête, c'est-à-dire d'un endroit à un autre, comme si je faisais mon séminaire toute seule. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de... Je me trimballais d'un endroit à l'autre pour parler de ce que je fais. Et en fait, je voyais très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de retours, pas beaucoup de questions. Enfin, il y avait quelque chose. Et je pense que j'étais dans une sorte de soliloque, peut-être.
avant 2011. Mais depuis 2011, je n'ai plus du tout cette impression. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai été énormément sollicitée. Et je pense que ça m'a sorti un peu d'une sorte de prison dans ma tête que je ne voyais pas, où je me trimballais d'un endroit à l'autre, où je disais chaque fois quelque chose ailleurs, je me parlais à moi-même. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réagi hier à Hamza Al-Midd. Je pense que c'est pour ça que je n'ai pas publié. C'est-à-dire que je me parlais à moi-même, j'étais très contente, et voilà, ça me parlait, et voilà, ça me parlait, voilà. Je me parlais à moi-même et ça, je ne sais pas si ça me suffisait ou pas, mais en tout cas, ça ne me stimulait pas pour faire autrement. Et ce qui s'est passé après 2011, c'est une sollicitation absolument étourdissante, ça je peux le dire, sur le plan du travail. Et moi, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a sorti un peu de cette espèce de soliloque. Voilà. Moi, je crois que c'était une sorte de soliloque et extrêmement bénéfique. Et alors, je me suis mise, évidemment, parce que les gens me posaient cette question. Moi, j'étais pas là pour la poser. Je veux dire, est-ce que c'est une révolution ou pas, etc. Et en fait, jamais j'ai pu répondre. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une révolution ou pas, mais j'ai répondu, et j'en parlerai tout à l'heure, j'ai répondu quand même à une commande institutionnelle. C'est-à-dire, j'ai organisé un colloque sur ça. C'est-à-dire que j'ai fait des journées d'études préparatoires. Et pendant 2 ans, j'ai invité des gens qui devaient dire oui ou non, révolution, etc. Et alors que j'avais des réticences à le faire, eh ben, ça m'a beaucoup appris. Mais moi, je m'en fichais. Je veux dire, que ce soit une révolution ou pas, ou révolte ou pas. Je ne m'en fichais pas au sens... c'est-à-dire que ça ne m'interpellait pas. Et j'ai utilisé beaucoup de manières de détourner un peu la question. C'est-à-dire que des images, en tout cas des formules ou des mots. Et je me suis mise à utiliser chaque fois un mot, chaque fois il m'en venait un. Et méga événement ou événement charismatique, etc. Et maintenant j'en ai un nouveau depuis quelque temps. C'est-à-dire que je change tout le temps. C'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, je vois, mais je ne sais pas pourquoi, je vois la révolution comme une sorte d'accélérateur de particules. Parce que pour moi, c'est ça. Et voilà, c'est ma formule. Je ne sais pas combien elle va durer, mais je trouve que la révolution est un accélérateur de particules. Et aussi, il y a le mot épreuve qui me vient tout le temps à l'esprit. C'est-à-dire que, voilà, il y a une sorte d'épreuve, c'est-à-dire qu'on éprouve les limites des choses, etc. Le mot épreuve, pour moi, est très important. Mais ce sont deux nouvelles formulations. Je ne sais pas si elles vont durer longtemps ou pas, mais ce sont des formulations qui m'aident un peu à avancer dans ce besoin de qualification de ce qui s'est passé, qui moi ne me traverse pas. Je n'ai pas envie de savoir si c'est une révolution ou si on peut la nommer révolution ou pas, en tant qu'historienne, hein, je veux dire. Je n'ai pas besoin. Ça, je n'en ai pas besoin du tout. Hein. Mais par contre, je sais qu'il y a autre chose. Et pour le moment, accélérateur de particules et épreuve, c'est-à-dire, mais c'est, bon, accélérateur de particules, je ne sais pas trop, je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement, mais moi, ça me plaît beaucoup de cette image que tout bouge tout le temps, de partout, que personne ne comprend, sauf les scientifiques très pointus, etc. Et puis, le côté épreuve, parce que je pense aussi que nous sommes en train de traverser une épreuve, c'est-à-dire la société tunisienne, enfin le pays est en train de traverser une épreuve, et je me sens un peu dedans, c'est-à-dire vraiment, là je me sens dans l'épreuve, voilà, comme si, c'est les seules choses que je peux dire sur ce besoin ou ce désir de qualification. Alors, ce qui se passe aussi, alors ça c'est les effets sur moi, je vous ai dit un peu que j'ai changé, et voilà comment j'ai changé, mais si vous avez d'autres questions à me poser, j'y répondrai, et puis tout à l'heure peut-être je parlerai de mon institution. Mais ce qui me semble aussi, là où j'ai changé, avant j'étais assez je m'en fiche sur les archives, c'est-à-dire j'étais pas du tout, je m'en fichais des archives, franchement. J'avais une sorte de détachement très grand, voilà, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais et depuis la Révolution, je suis devenue, je ne dis pas une fétichiste des archives, mais un peu obsédée. C'est-à-dire que Hedi Jaleb n'est pas là, mais je pense que, par exemple, quand on a écrit la Constitution, j'ai dit où vont aller les archives de la Constitution. Quand on a dit il y a 40 versions des Constitutions et qu'on les a jetées, j'ai dit pourquoi on a jeté les archives de la Constitution? C'est 40, pourquoi? C'est quand même 40 projets. Hein, et jusqu'à maintenant, je dis où sont les archives de la Constitution? Et je pense que cette obsession des archives me vient, je pense qu'elle ne vient pas de ma profession. Je pense qu'elle me vient c'est un truc générationnel, il me semble. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve assez exemplaire le travail que fait le groupe Perspective.
Et c'est le travail du groupe Perspective dans lequel je suis entrée comme historienne, parce que j'ai organisé une journée d'études. Et j'étais assez frappée dans cette journée d'études qui a été pour moi extrêmement intéressante et nourrissante. J'ai compris beaucoup de choses pour le 5 février 2012 que j'ai organisé. Et je trouvais que l'attitude des perspectivistes était pour moi exemplaire, une sorte de maturité devant l'archive et d'une clairvoyance sur le témoignage, etc. Et ça m'a rendu moi-même, je me suis dit, voilà, c'est des gens qui eux, ont tout parcouru ce chemin et ils sont en train de faire un travail 40 ou 50 ans après, de laisser des traces, etc. Et je pense que c'est l'attitude des perspectivistes qui m'a un peu éclairée en tant qu'historienne sur la valeur ou l'importance des archives. Pas le fait qu'il faut qu'il y en ait, mais le fait que s'il n'y en a pas, c'est un problème après, vraiment. Mais pas pour les gens qui ont vécu, pour les autres. Et ça, je pense que les perspectivistes... Un mot du groupe Perspective. Je ne suis pas sûr que tout le monde comprend à quoi tu fais allusion. Hein. Oui, c'est le groupe Al-Aam al-Tounsi, Perspective Al-Aam al-Tounsi, qui ont organisé une journée d'études en 2012 et j'ai été chargée de la piloter un petit peu. Et je pense que le fait d'avoir à régenter un peu tous ces anciens militants, parce que je les ai régentés, ça c'est vrai, mais ils ont fait ça avec une sorte de discipline intellectuelle qui m'a un peu épatée, et en même temps d'un apport aux historiens. Enfin, je suis encore sous le coup de cette journée d'études qui a été une sorte d'apport. Et après, eux, ils ont continué tout un travail. Et je trouvais que voilà, il y avait une sorte de groupe comme ça qui faisait un travail d'archives qui me semblait assez exemplaire pour après. C'est pour ça que je dis que ça m'a frappé, je pense, parce que je suis de la même génération, etc. Et j'ai compris un peu l'importance. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, peut-être, dont j'ai assez vite fait le tour, c'est la question de la mémoire et de l'histoire. C'est pas que j'ai vite fait le tour. Je vous en parle aujourd'hui, il me semble que j'en ai fait le tour, parce que pour moi, maintenant, il est extrêmement clair que la notion de mémoire et d'histoire sont complètement distinctes. Non pas que les historiens fassent, mais les historiens font autre chose. Et peut-être, ça aussi, cette rencontre avec les gens de perspective, peut-être aussi qu'on travaille sur des mémoires souvent figées. Et que fait, y compris l'archive, voilà. Et que font les historiens avec ces histoires qui sont figées, parce qu'il faut quand même... Et du coup, je pense que ce rapport entre la mémoire et l'histoire, qui aujourd'hui me semble très clair, il fait partie d'un de ces usages du savoir historique qui sont la chose la mieux partagée au monde en Tunisie, mais je trouve que c'est une chose le plus mieux partagée au monde, si on peut dire, à cause de le manque de lisibilité politique. Je pense que ce qui se passe en Tunisie est, pour moi, absolument illisible. Et je pense qu'il est illisible de l'extérieur quand on lit les articles, parce que ça ne dit rien sur ce qui se passe. Mais je pense que c'est une illisibilité qui vient de ce que le travail sur la mémoire n'a pas été fait. Ça, je suis très consciente de ça. Mais que le travail d'histoire, ça va être encore après. Voilà. Il faudrait faire ce travail sur la mémoire pour la lisibilité politique d'aujourd'hui. Mais pas un travail d'histoire encore, enfin, ça viendra plus tard. Et je pense que ça aussi, voilà, vous avez vu que j'ai des consciences qui sont toujours par rapport à ce qui se passe. Je réagis à ce qui se passe en tant qu'historienne, plus qu'en tant qu'historienne qui aurait peut-être des choses à dire en elle-même. Et pour reprendre tout à l'heure, ou en tout cas on l'a dit hier beaucoup, cette histoire, est-ce qu'il y a une tabula rasa ou pas? Il ne peut pas y avoir une tabula rasa, ce n'est pas possible. Je veux dire, 2011, ça n'a rien fait du tout que Ben Ali est parti, quoi. Je veux dire, ce n'est absolument pas possible de demander ça. Comment peut-on le demander? Et si on a des acteurs politiques aussi importants que les gens de perspective, parce qu'ils ont été aussi des acteurs politiques à part entière, en tout cas quelques-uns d'entre eux, on se dit aussi que bon, voilà, il ne peut pas y avoir de tabula rasa, et qu'il n'y a pas il n'est pas possible non plus de... Quel compteur on remet à zéro? Il n'y en a pas. Je veux dire, quel est le compteur de quoi? C'est-à-dire le compteur de quoi? Il n'y a pas je veux dire, on ne peut pas... Donc pour moi, le 2011 n'a pas pu être une rupture, encore une fois, ça je suis certaine maintenant, que 2011 n'a pas été une rupture, même si ça m'a changé moi, voilà.
je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose, ça a été une surprise, ça a été un imprévu, mais je vais essayer de montrer tout à l'heure aussi que tous les apports qu'a apporté 2011, par exemple, je sais aussi qu'il y a une thèse aujourd'hui, je la dirige, sur les services de sécurité depuis 1956. Et ça, si ce n'est pas un résultat de 2011, c'est quoi? Je veux dire, voilà, il y a des choses qui maintenant arrivent sur le terrain de l'histoire et qui sont, je ne dis pas une conséquence directe, mais quand même une conséquence. Hein, donc voilà, et je pense que cette thèse, c'est pas, si elle travaille sur les services de sécurité depuis 2011, c'est que ce n'est pas une tabula rasa du tout. Enfin, elle a été obligée de travailler à partir de 1956. Je ne sais pas s'il va aller au-delà de 1987, ça dépendra des archives qu'elle trouvera, mais de toute façon, ça veut dire déjà que dans ces choix-là, il y a déjà des jeunes comme ça qui arrivent à 30 ans, qui savent très bien ce qu'ils doivent faire, parce que ce n'est pas une tabula rasa, parce qu'ils peuvent faire des choses historiques là-dessus. Et donc, pour finir sur cette question de la mémoire, je pense que je savais comme historienne que la mémoire était devenue une catégorie entrée dans la discipline historique depuis les années 80. Ça, je sais, je l'ai vu. J'ai travaillé sur les témoins de l'histoire du mouvement national. Je les ai vus se bagarrer entre eux, etc., etc. Ça, je sais que c'est un ferment historique extrêmement, en tout cas d'acteurs, très important dans mon institut, mais aussi chez Temimi. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose que dans le développement d'Internet et des réseaux sociaux dont on ne parle jamais assez. Et quand je dis quand on n'en parle jamais assez, les gens me disent « Ah non, mais on en parle trop ». Moi, je ne trouve pas, franchement. Je ne vois pas, en tout cas, je ne vois pas d'études. J'ai vu une thèse là-dessus, mais il n'y a pas d'études dessus. On ne parle pas trop des réseaux sociaux. Et moi, je pense qu'on ne parle pas trop des réseaux sociaux, ou pas assez, parce qu'on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas moi-même. Parce qu'il n'est pas possible, et je pense toujours à la Tunisie des années 20, etc., et tout ce qu'a pu faire le journal, tout ce qu'a pu faire le travail de communication, des télégrammes, des transports, etc. Et il est impossible, vraiment impossible, que dans ces années 2000-2010, que les réseaux sociaux et Internet ne soient pas un acteur à part entière, mais un facteur absolument déterminant dans ce qui s'est passé en 2011. Je ne peux pas croire ça, mais je n'ai pas les moyens non plus de le démontrer. Et pourquoi je reviens sur les réseaux sociaux? Parce que c'est eux qui sont, d'une certaine manière aujourd'hui, ces vecteurs de mémoire. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'expriment sur les réseaux sociaux ou sur Facebook sur comment ils étaient, fils de youssefistes, l'autre il a été, l'autre il a fait de la prison, etc., etc. Et je pense que ce côté-là, ce travail-là des réseaux sociaux sur la mémoire et ce porteur de mémoire, c'est une mémoire chaude, d'accord, mais c'est une mémoire qui circule. Enfin, je veux dire, elle ne reste plus dans les familles maintenant, elle ne reste plus comme une rancœur, elle ne reste plus comme le fils de youssefiste devient lui-même islamiste, etc. Parce que ça, c'est une des théories politologiques, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, les fils des youssefistes sont devenus islamistes » ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon, je ne sais pas, moi, si vraiment on peut faire des raccourcis comme ça. Et pourquoi? Je pense que justement, grâce aux réseaux sociaux, la mémoire devient depuis 2011 une catégorie d'action revendiquée en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « Voilà, on a besoin de ça, etc. etc. » jusqu'à arriver justement à la question de la justice transitionnelle, qui est effectivement une revendication qui, si on se souvient bien, y compris dans le monde, ailleurs dans le monde, ça a commencé dans les années 80 ou 90, et ce n'est pas un hasard si ça s'est amplifié après 2000, etc., y compris la culture, comme la culture des droits de l'homme, la culture de la justice transitionnelle aussi s'est amplifiée avec ça, et c'est pour ça que je dis que la mémoire devient une catégorie d'action grâce aux réseaux sociaux, entre autres, et je pense que même si le travail de la justice transitionnelle, avec qui on en parlait ce matin, je ne sais plus, avec l'Arbi, oui, en disant qu'il a commencé trop tard, etc. Mais je pense qu'il était de toute façon d'emblée à la fois politisé et sur le mémoriel. Et moi je me dis, mais la seule chose que je me dis, c'est comment vont en parler plus tard les historiens. Voilà, c'est la seule chose. La seule chose qui m'intéresse, c'est comment vont en parler. C'est pour ça que ce matin, je trouvais qu'il était très important de savoir qui avait donné le signal de cette transmission, parce que moi, il me semble que ce sont des détails pour les historiens un autre jour. Et donc, voilà, c'est sur les rapports entre mémoire et histoire et cette obsession d'archives, c'est-à-dire, moi, je vois toujours qu'est-ce qu'on en fera plus tard, c'est-à-dire comment les historiens écriront plus tard. Voilà, c'est pour rattacher un peu à cette obsession d'archives dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment en parlera-t-on un autre jour, et avec quoi travaillera-t-on, et qu'est-ce qu'on en dira. Et donc, maintenant, je vais essayer de passer
à un autre aspect des questions que je me pose sur ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler les usages de l'histoire. Par chance, et je trouve que c'est une très bonne chose, l'histoire n'est pas le monopole des historiens. Et ça n'a jamais été autant une chance que depuis 2011. Je pense qu'il n'y ait pas, que l'histoire soit cette culture ou ce besoin de la société tunisienne. Je pense d'abord que ça libère les historiens, parce que c'est quand même ça aurait été une pression terrible. Et en même temps, je pense aussi que ça nous donne ça nous donne comment dire, ça nous donne le temps d'attendre. Je veux dire, on n'est pas obligé de se précipiter. Je veux dire, voilà, puisque ça intéresse tout le monde, puisque tout le monde peut s'intéresser, eh ben c'est très bien. Et je trouve qu'on est payé en retour parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'histoire. Énormément de choses qui se passent autour de l'histoire. Et moi, je trouve que avec les questions de patrimoine, avec les questions des commémorations aujourd'hui et tout, il en passe beaucoup plus qu'avant. Et moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Tout le monde se moque de moi en me disant que c'est un peu ringard. Mais moi, je trouve que ce sont des choses extrêmement significatives, parce que qu'est-ce qu'on commémore, etc. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et pour faire un petit raccord, par exemple, j'ai vu qu'on a commémoré l'attentat contre la garde présidentielle hier et avant-hier. Mais hier et avant-hier. Qui a parlé de l'Hiwar Tounsi? Dans le Hiwar Tounsi, hier et avant-hier. Pas la télévision nationale. Et j'étais extrêmement étonnée, d'abord de la longueur du reportage. Et maintenant, il y a un mémorial à Gamart, avec tout, on dirait un mémorial en Allemagne ou aux États-Unis, etc. Les noms, les visages moulés, etc. Tout ce travail qui a été fait sur la commémoration et aussi sur, comment dire, sur à la fois une commémoration en bonne et due forme, un an après, je veux dire très vite. Très vite, mais j'ai appris même qu'il y avait des crédits qui ont été libérés pour ça, enfin bon, pour que ça puisse se faire. Et je trouvais que c'était une commémoration, encore une fois, c'est la première, à ma connaissance, sur un des assassinats. Les autres, c'est par exemple pour Sokrat Cherni, on a fait au deuxième anniversaire, je crois, le rond-point, etc. Mais ça, un an après, on a pu faire un mémorial. On ne l'a jamais fait avant. Je veux dire, avant les mémoriaux de guerre ou de cimetière. Et ça, je pense que ça, c'est une matière pour nous, pour essayer de réfléchir sur la manière aujourd'hui, dont depuis 2011, qu'est-ce qu'on commémore, comment, avec quoi, et je dirais même avec quel crédit et à quelle intention, etc. Et ça, je pense que c'est très important que ça ne soit pas notre monopole. Mais je voudrais revenir aussi sur l'histoire de la Bourguiba mania ou latrie ou je sais pas quoi. Eh ben, je ne pense pas que ce soit ni une Bourguiba mania ni une Bourguiba latrie. Je pense que le thème Bourguiba n'est pas. Je sais qu'il y a deux ouvrages en préparation, mais ça, c'est une bonne nouvelle, franchement. Donc voilà, on va tous gagner. Je veux dire, si ça prépare deux ouvrages, dans 2 ans, nous aurons 2 ouvrages sur Bourguiba. Moi, je ne dirais pas que c'est une... Mais je dirais que Bourguiba, il est à toutes les sauces, par contre. Au contraire, moi, je trouve que Bourguiba, il est à toutes les sauces, en creux ou en relief, mais il est à toutes les sauces. Et ça, je pense qu'on ne l'avait pas avant. Et il n'y avait pas ça, c'est-à-dire Bourguiba, il a été oublié, ou bien lui-même faisait son orchestration. Mais depuis 2011, ce n'est ni de la latrie, ni de la mania, un peu mania, mais peut-être pas de la latrie, mais à toutes les sauces. Et je dirais en creux et en relief, c'est-à-dire il y en a trop. Voilà, moi je dirais que c'est plutôt ça. Et j'en veux pour preuve un peu une enquête qui a été faite, alors elle est de seconde main, elle n'est pas de moi, qui a été faite auprès de 45 enseignants. Et je pense que ça aussi c'est un travail générationnel. Je pense que c'est les enseignants qui font ça aujourd'hui, ceux qui ont 40, 50, 60 ans, etc. Je pense que c'est eux aussi, à part les politiques, qui mettent un peu Bourguiba à toutes les sauces parce qu'eux, ils l'ont connu, alors que les jeunes ne l'ont pas connu ou ne le connaissent pas, etc. Et dans cette enquête sur les 45 personnes qui sont de Gafsa et de Sousse et de Gafsa, tous les enseignants parlent de Bourguiba. Bien sûr, l'enquête, elle est un peu sur la figure de Bourguiba et les manuels, mais Bourguiba est dans la question. Je veux dire, c'est difficile de l'éviter. Je veux dire, pourquoi est-ce que quand on fait les manuels, pourquoi est-ce qu'on pose toujours la question de Bourguiba? On pourrait faire une étude sur les manuels sans poser la question de Bourguiba. Il faudrait poser la question de la réception de l'histoire par les jeunes, parce que ça c'est une question fondamentale aujourd'hui. Comment les jeunes voient l'histoire, l'efficience des manuels, parce que est-ce que les manuels sont encore efficients à l'heure d'Internet? Est-ce qu'il faut
encore faire des manuels ou les changer Ça aussi, c'est une question qu'on pourrait poser aujourd'hui. Pourquoi on ne la pose pas? Et puis surtout, la place des sciences humaines et sociales, partout. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut enseigner les humanités dans le primaire. C'est un peu fou comme idée. Pourquoi l'histoire? Pourquoi l'histoire? Les sciences humaines en général, les humanités. Hein, pourquoi pas la psychologie ou la sociologie, qui sont, à mon avis, des disciplines qui peuvent servir aux citoyens, autant que l'histoire. Pourquoi l'histoire? Donc, dans les questions même, on privilégie l'histoire comme s'il fallait vraiment qu'elle soit importante, et puis on privilégie aussi Bourguiba dans les questions. Alors, c'est normal qu'il soit partout. Si on le met partout, eh bien, il est partout, alors que pour moi, je pense que Bourguiba, si on posait moins la question, on le trouverait moins. Et en même temps, je pense que dans l'histoire de manuel ou d'enseignement de l'histoire, c'est un objet qui est perdu dans une situation très mélangée où il y a beaucoup de problèmes. On le sait dans l'enseignement, on voit les troubles actuels dans l'enseignement aujourd'hui, les troubles de calendrier, etc. Et j'étais très frappée par je ne sais pas si vous l'avez vu, une vidéo très sympathique d'un jeune qui s'adressait à Neji Jelloul et qui lui disait, voilà, on n'a pas le temps de faire nos études, etc., nos devoirs et tout et tout. Et 3 fois ou 2 fois, il lui répète, il y en a marre de la Révolution française et la Révolution industrielle. Et je me suis dit, voilà, on enseigne à nos étudiants, enfin à nos élèves, la Révolution française et la Révolution industrielle. Ils n'en ont rien à faire. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait les générations d'avant des enseignants. La Révolution française et la Révolution industrielle. Et ça m'a ramené à toutes les références à la Révolution française dans notre Révolution. C'est-à-dire que c'est dans nos enseignements à nous, les quinquagénaires ou les sexagénaires ou les octogénaires, etc., et les politiciens, qu'il y a cette Révolution française qui revient tout le temps. Et je pense que les jeunes, ils n'en veulent pas. Enfin, ça les intéresse pas du tout. Et donc, voilà, dans cette à la fois la concurrence des mémoires, je pense que c'est dans la concurrence des mémoires que Bourguiba devient proéminent. C'est dans la concurrence des mémoires aussi que la question des manuels, on a l'impression qu'il faut la poser alors que nous avons véritablement un problème dans l'enseignement en Tunisie. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème de mémoire? Nous avons un problème d'enseignement, nous avons un problème de transmission de savoir, nous avons un problème d'abandon d'école, etc. Nous avons un problème de manque d'humanité dans l'enseignement. Enfin, des choses comme ça qui me semblent beaucoup plus globales et beaucoup plus importantes que la place de l'histoire, ou même la place de Bourguiba dans l'histoire, qui est, à mon avis, un peu suggérée. Alors, je ne sais pas si... voilà, je voulais dire que c'est la transposition des querelles... La transposition des querelles politiciennes, voilà, il y a une transposition des querelles politiciennes dans partout et qui nous fait un peu perdre peut-être je dis pas perdre le nord, mais voilà, qui nous fait, en tout cas, qui dilue un peu les choses et je pense que dans cette affaire de mémoire, il faudrait revenir à l'histoire, mais des fois, il ne faudrait même pas revenir à l'histoire, il faudrait revenir à des questions simples, même de démographie. Qui est le fils de qui? Dans quelle génération c'est? Si on fait un peu de sociologie et tout, on comprend les choses, on n'a pas besoin de l'histoire pour ça. Mais pour moi, je pense que ça, c'est un bénéfice comme historienne. Franchement, c'est des choses qui me font beaucoup de bien, parce que je vois un peu la pluralité des voix et surtout la pluralité des interprétations de l'histoire. C'est-à-dire que je vois très bien... comment les gens voient l'histoire, c'est-à-dire je trouve ça, les voix, et de voir comment les gens racontent les itinéraires de leur famille ou de leur village, ou comment ils font des regards, et du coup, moi, ça me sort un peu de cette concurrence ou de cette compétition politicienne. C'est-à-dire, je trouve que ça permet, en tout cas, de contrebalancer cette espèce de fièvre politicienne qui est un peu débilitante, quoi. Voilà. Et surtout de sortir de cette histoire, par exemple, moi je trouve que la mémoire aussi fait ça, c'est-à-dire c'est elle qui pose les questions de la légitimité. C'est pas la légitimité, je veux dire, ça se construit pas aujourd'hui, on est légitime ou pas, c'est dans la politique, mais je veux dire dans les questions, les questionnements, je ne sais pas s'il y a une légitimité, s'il n'y a pas la légitimité de l'héritage, ou la légitimité de la revanche, ou la légitimité du rattrapage, mais avec tout ça, avec toutes ces mémoire, moi j'ai affaire plutôt à un concert de courants ou d'actes ou d'institutions. Alors là, je vais essayer de revenir dessus en parlant de mon institution qui ont constitué ou qui font aujourd'hui l'histoire de la Tunisie. Alors, je finirai par justement tous ces exercices d'histoire en disant que chez les utilisateurs, il n'y a pas que les historiens qui parlent d'histoire, mais quand on observe la production intellectuelle, il y a un boom extraordinaire. Et moi, je suis
j'ai plus le temps de tout lire, franchement. C'est pour tout vous dire, dans tout ce qui est, même avec ce prisme-là, j'ai plus le temps de tout lire. Mais pour préparer cette communication, j'ai relu toute la collection. C'est pas difficile. Il y a 8 numéros, la collection d'Al-Fikr al-Jadid. Et j'ai trouvé plein d'articles d'historiens, de non-historiens sur l'histoire de non-historiens. Par exemple sur Tahar al-Haddad, etc. Mais aussi d'articles, par exemple, de modernistes sur l'histoire contemporaine. Mais bon, sur la commémoration. Et je pense que ce déplacement un peu de l'histoire entre des auteurs qui ne sont pas... Et pour moi, dans des revues un peu généralistes ou d'idées ou intellectuelles, est quand même un bon résultat. Parce qu'avant, on était comme ça un peu dans des cases. Et alors, on pourrait se dire, mais moi je n'ai pas du tout d'inquiétude sur les historiens, que peuvent les historiens, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Et moi je pense que les historiens sont en train de faire des choses. Moi je trouve qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses, en tout cas beaucoup d'exercices sur... appelés exercice d'histoire immédiate, ou histoire du temps présent, ou histoire récente, même si j'ai moi-même une sorte de... je ne sais pas le faire moi-même, mais je trouve ça intéressant en soi. Voilà, il me semble. Et parmi les... Moi, je vais suggérer à Nechez quand même une rencontre qui m'intéresse. Si j'arrive pas à la faire, j'aimerais bien que Nechez la fasse, parce qu'il y a des historiens qui font... Enfin, tout le monde fait d'histoire immédiate, et de préférence pas les historiens. Voilà ce que je voulais dire. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait, je ne sais pas si vous avez vu le livre de Fath el-Issir, par exemple, qui est une chronique de la Troïka. Mais vraiment une chronique extrêmement... Fath el-Issir. Extrêmement complète sur la Troïka, etc. Dawlat al-Houet. Et je trouve que moi j'ai lu le livre de Aziz Kirishen et j'aimerais bien qu'il y ait une confrontation entre deux. C'est-à-dire qu'il y a un traitement de l'actualité, pour le coup, entre les deux qui est extrêmement significatif, à mon avis. Hein. Et je trouve que, voilà, Fath el-Issir, lui, il revendique de faire de l'histoire immédiate. Il est historien professionnel, mais Aziz Kirishen aussi revendique ça. Et je trouve que ces exercices un peu d'historien comparé, c'est pas l'histoire comparée, c'est des historiens à comparer. Je trouve ça très intéressant. Bon, je vous passerai tous les autres exemples, mais il y a déjà un article sur les universitaires et l'université et les universitaires en 2011, après 2011, que j'ai lu, qui est lui-même, bon, très significatif. Mais pourquoi je parle, encore une fois, des historiens professionnels? Peut-être parce que j'ai commencé à me demander quelle catégorie ils représentent. Il y en a à peu près 250, en tout cas, d'après mon enquête, un peu dans l'université. Hein. Je ne parle que de l'université. Et je pense que ces historiens en titre, ils n'ont pas la pression des médias. Ils n'ont pas la sollicitation, voilà, le pire c'est encore les sollicitations que j'avais, mais c'était vraiment très stimulant, donc faire des conférences et tout un peu partout, c'est formidable, c'est un cadeau, je veux dire, pas de pression. Alors, on a bien eu sur ces 250, 15 à 20 qui sont beaucoup à la télé ou à la radio, moins qu'à la télé, mais en même temps, mais il y en a qui font des émissions, par exemple, à la radio. C'est plus intéressant aussi que ce soit des historiens qui parlent eux-mêmes. Moi, je trouve ça bien que des historiens fassent des émissions à la radio. Mais ceux qui passent à la télé pendant, comme ça, une quinzaine à peu près, ils ne sont pas passés longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont un peu disparu des écrans eux-mêmes, parce que je crois qu'il n'y a pas une demande, franchement, vis-à-vis d'eux. Ils ne servent pas à grand-chose. Mais je pense que c'est bien parce que ça nous permet un peu de travailler je ne dis pas un retrait, mais voilà, dans une certaine tranquillité. C'est très bien de ne pas être sollicité, parce que ça permet un peu de travailler sur la durée, sur la longueur, et je pense que c'est une position après 2011 qui est à mon avis plus bénéfique que celle des juristes qui ont été appelés à la technique, etc. Voilà, ils ont été eux vraiment complètement sollicités. Et puis maintenant on dit qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils n'ont pas fait ci, la Constitution n'est pas ça, est-ce qu'elle va durer ou pas durer, etc. Les historiens ils sont peinards, hein, je veux dire, personne ne leur demande rien, donc ils peuvent continuer à travailler. Et pourquoi je dis ça, parce que dans l'institution où je suis, qui est une institution quand même assez politique et assez politisée, nous avons assisté quand même à un changement fondamental, c'est qu'on a changé de nom.
Et c'est un changement de nom, je peux en attester, qui est venu par la base. C'est-à-dire qu'en 2011, les chercheurs se sont réunis et ils ont dit on ne veut plus s'appeler Institut supérieur d'histoire du mouvement national. Et on s'appelle, depuis le décret de mai 2014, on a mis 2 ans ou 3 ans à ce que ça paraisse, mais c'est paru quand même et nous nous appelons Institut supérieur d'histoire de la Tunisie contemporaine. Ce qui est énorme en termes de gains de travail, parce qu'on n'a plus les anciens et tout, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement en tout cas de cadres, de travail. Et tout à l'heure, Nessim a parlé de cette journée d'études sur le vignoble ou l'agriculture, qui sont des nouveaux objets. Moi-même, je travaille sur... je fais exprès d'ailleurs de travailler, parce que comme tout le monde dit qu'on travaille sur l'histoire immédiate, moi je pense que c'est les documentaires qui donnent l'histoire immédiate. Donc au lieu de travailler sur l'histoire immédiate, je travaille sur les films et les documentaires sur la révolution tunisienne, et je fais venir des historiens, des cinéastes, etc. Parce que pour interroger cette formule d'histoire immédiate qui ne me semble pas... Bon, qui est un emprunt, voilà. C'est un. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce colloque Thawrat qu'on a fait en 2013. Moi, j'étais ravie de le faire parce qu'on a pu parler pas seulement de la Révolution française, et d'ailleurs pas du tout presque de la Révolution française, mais de 1848, de 1875 en France. Et du coup, on avait d'autres outils, d'autres comparaisons. C'était beaucoup plus intéressant de travailler avec des historiens qui travaillaient sur qu'est-ce qu'une révolution. Et puis maintenant, on a le colloque de l'année 1956 en Tunisie dans le monde arabe. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on ne pouvait pas du tout faire en l'absence de militants, même s'il y en avait quand même. Mais à ce moment-là, on peut dire aussi, on peut parler de Bourguiba, parce qu'il y en a un qui a dit, il faut dire Zaïm Bourguiba, comme s'il fallait dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Voilà. Et ça, c'est très intéressant, parce que maintenant, il y a des gens qui peuvent dire Bourguiba, on ne dit pas Zaïm Bourguiba, voilà Bourguiba Allah yarhamou, enfin des injonctions comme ça. Et moi, je trouve ça extrêmement positif d'une certaine manière. Alors, et puis, je trouve aussi qu'à l'université, pour ne pas rester seulement dans mon institution, je trouve qu'à l'université aussi, il y a de nouveau des thèses je vous ai parlé tout à l'heure de cette thèse sur les services de sécurité, mais il y a aussi une thèse, j'ai oublié d'en parler à l'Arab, et sur les nouveaux enjeux de l'information à la télévision tunisienne. C'est la première thèse sur l'histoire de la télévision tunisienne que j'ai jamais lue. Il y a une histoire de la télévision tunisienne qui existe, et cette fille, elle a commencé après 2011, et elle ne l'a commencé qu'à la Chirine, tu vois. Bon, il y a un travail sur la coopération française, et quand on regarde un peu ce que c'est que la coopération française, surtout dans les sciences humaines et sociales, par rapport aux sciences dures, et dans l'éducation, la place du français, la francophonie, etc. Et donc une thèse sur les relations internationales et la coopération franco-tunisienne, sur les blogueurs et les blogueuses, sur le cinéma comme approche de l'histoire. Le cinéma documentaire comme approche de l'histoire depuis 2011, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit sur l'histoire elle-même. Donc c'est pas seulement l'histoire du cinéma, mais l'histoire comme vecteur pour faire de l'histoire. Ça aussi, ça me semble, c'est à mon avis des sujets qui n'auraient pas pu exister. En tout cas, je veux pas, qui n'auraient pas pu exister avant. Et puis peut-être aussi une sorte d'élargissement de la focale sur la Tunisie. Moi, je suis ravie de ça parce que quand on compare la Tunisie à l'après-guerre en France, parce que à cause des lois sur la collaboration, je sais pas quoi. Quand on compare la Tunisie à l'Algérie, parce on le fait beaucoup plus maintenant qu'avant. Quand on compare la Tunisie au Maroc, on le faisait pas tellement avant non plus. Quand on compare même la Tunisie à l'Iran, j'ai vu des travaux un peu sur l'Iran, etc. Moi, je trouve que c'est un élargissement de la focale sur la Tunisie. Ça aère, quoi. C'est-à-dire, on est quand même un peu aéré, alors qu'on passe son temps à dire nous faisons de l'histoire nationale, nous faisons que de la Tunisie. Moi, je trouve qu'au contraire, l'histoire de la Tunisie est en train. 2011 a aéré l'histoire de la Tunisie, a ouvert un peu les poumons pour avec toujours les contrepoints sur la Libye et la Syrie, même s'ils sont un peu. Mais pas tellement sur les intellectuels, par exemple. J'ai vu des travaux sur la Libye et la Syrie en contrepoint de la Tunisie qui sont tout à fait intéressants et qu'on n'aurait pas pu faire avant. Avant, en général, on comparait les intellectuels tunisiens la plupart du temps aux intellectuels ou égyptiens quand c'était le 19e, le début du 20e, ou alors libanais quand c'était un peu après. Mais d'autres comparaisons, on n'en avait pas. Et aujourd'hui, nous avons des comparaisons entre les catégories d'intellectuels d'autres pays et surtout des moments historiques aussi qu'on ne faisait pas tellement avant, en tout cas dans les travaux historiens. Et ça aussi, je pense que 2011 a peut-être favorisé, a peut-être ouvert un peu les choses. Peut-être que je me fais des idées, mais en tout cas, c'est ce qui se passe et j'aimerais bien avoir votre sentiment. Alors, pour conclure, je pense que j'essaie de vous communiquer au moins qu'il y avait une forme de dynamisme que j'ai essayé de vous décrire cas par cas. Je n'ai absolument pas la prétention de vous dire
que c'est tout ce qui, sans généraliser et sans ambition d'exhaustivité. Donc cela bouge un peu, mais c'est loin d'avoir connu un bouleversement. Donc je ne pense pas que, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres disciplines, mais dans la corporation historienne, à l'image de l'ensemble de la vie scientifique, à mon avis, il n'y a pas eu de révolution. Hein, que l'on soit d'accord. Hein. Et s'il n'y a pas eu de révolution, c'est qu'on manque de revues, on manque de lieux de débat, on manque de traditions de débat, on manque d'occasions de médiation. Je trouve qu'au contraire, alors ce qui se passe véritablement, et ça j'ai ce sentiment-là encore plus fort, c'est que la médiation est coincée, elle est un peu figée. Là, on est dans des canaux parallèles, chacun est dans son petit couloir ou dans sa petite galerie, etc. Mais voilà, ce qui manque, c'est cette transversalité, encore une fois, locale, ici. Hein, je veux dire, je veux dire, ça ne... Et donc, à plus, les problèmes des difficultés structurelles du milieu universitaire, de l'héritage aussi des pratiques, et il faut le dire, le déficit. Alors tout à l'heure, j'en ai parlé de manière positive en disant les historiens ont la paix, mais la façon peut-être un peu plus nuancée d'en parler, c'est qu'il y a un déficit, je trouve, de connectivité du savoir historien académique avec les autres disciplines et avec la demande sociale. À part la demande mémorielle, mais elle a besoin de rien. Il n'y a pas de connectivité, parce que la demande mémorielle, elle n'a pas besoin de l'université, elle s'exprime toute seule, c'est un sentiment, etc., mais elle n'a pas besoin de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour enrichir et diversifier tous ces canaux, et puis pour apprendre à s'internourrir, quoi, voilà, je pense qu'il faut que la nourriture soit un peu plus transversale, un peu plus voilà, étalée, je ne sais pas comment dire, et pour comprendre un peu... non pas seulement l'histoire, mais l'historiographie tunisienne. Parce que ce sont deux niveaux de lecture qui, à mon avis, sont extrêmement importants. Et je pense que les combiner n'est pas simple. Mais voilà, il nous faut encore... c'est un long programme et lourd en perspective. Mais je pense que 2011, à mon avis, n'est pas complètement passé inaperçu, en tout cas, par la corporation historienne, même si elle est lente à la détente.